Il existe une douleur qui ne saigne pas, qui ne laisse pas de cicatrices visibles, mais qui ronge l'âme jour après jour comme un acide silencieux. C'est la douleur d'être condamné par ceux que vous avez mis au monde, d'être jugé sans droit à la défense, de porter sur vos épaules le poids d'une version mensongère devenue vérité absolue simplement parce qu'elle a été racontée en premier. Pendant cette année entière, j'ai vécu cette douleur. 7 ans durant lesquels mes propres enfants m'ont traité comme si j'étais une criminelle, une traîtresse, la femme qui avait détruit la famille parfaite. Ils ont bloqué mon numéro de téléphone, renvoyé mes lettres sans les ouvrir, effacé toute trace de mon existence de leur vie comme on efface une erreur d'un vieux cahier. Et pendant tout ce temps, j'ai porté avec moi un unique message, envoyé il y a 7 ans, qu'ils n'ont jamais lu, mais qui contenait toute la vérité sur l'homme qu'ils idolâtraient et sur le mariage que j'ai quitté non par caprice, mais par nécessité de survie. Je m'appelle Armande Levesque, j'ai 66 ans, et je vis seule dans un petit appartement à Colmar, en Alsace, où l'hiver arrive tôt et le froid pénètre les os avec cette humidité caractéristique qui monte de l'île. J'ai passé la majeure partie de ma vie adulte à essayer d'être l'épouse parfaite de Gérard Levesque, un homme respecté en ville, propriétaire d'une prospère entreprise d'importation de vin qui fournissait des restaurants dans toute la région. Pour le monde extérieur, nous étions le couple exemplaire. Lui, toujours élégant, avec ses costumes impeccables et ce sourire courtois qui séduisait clients et voisins. Moi, l'épouse dévouée, présente à chaque événement social, chaque dîner d'affaires, chaque cérémonie à l'église où il tenait à ce que nous soyons vus. Nos enfants, Clément et Louise, ont grandi en croyant vivre dans un foyer harmonieux, où le père était un héros et la mère n'était que la figure décorative qui maintenait tout en coulisses. Mais la vérité, cette vérité qui brûle de l'intérieur et qu'on ne peut crier parce que personne n'y croirait, était complètement différente. Gérard n'était pas le mari attentionné qu'il prétendait être en public. À la maison, loin des regards admiratifs, c'était un homme contrôlant, manipulateur, qui transformait chacune de mes petites erreurs en une faute morale gravissime. Il ne criait pas, ne frappait pas, mais utilisait les mots comme des lames affûtées, découpant mon estime de moi morceau par morceau au fil des années. Il contrôlait chaque centime que je dépensais, questionnait chaque sortie, chaque amitié, chaque décision que je prenais concernant les enfants. Et le pire, c'était qu'il faisait cela avec tant de subtilité, tant d'habileté, que j'ai moi-même commencé à croire que j'étais inadéquate, incapable, une éternelle déception qui ne serait jamais à la hauteur du grand Gérard Levesque. Lorsque j'ai eu 59 ans, quelque chose en moi s'est finalement brisé. C'était un après-midi gris de novembre, alors que je rangeais le salon pour un énième dîner d'affaires qu'il avait organisé sans me consulter, comme toujours. J'ai regardé le miroir du couloir et j'ai vu une femme que je ne reconnaissais plus, une femme effacée, recroquevillée, qui n'était devenue qu'une ombre de ce qu'elle avait été autrefois. À ce moment-là, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai demandé le divorce. Non pas parce que j'avais trouvé un autre homme, non pas parce que je voulais une vie d'aventure ou de libertés imaginaires. J'ai demandé le divorce parce que, tout simplement, j'avais besoin de respirer à nouveau. J'avais besoin de redevenir Armande, pas seulement l'épouse de Monsieur Levesque. La réaction de Gérard fut immédiate et calculée. Il n'a pas essayé de me convaincre de rester, n'a pas pleuré, n'a pas supplié. Au lieu de cela, il a fait quelque chose de bien plus cruel. Il est allé voir nos enfants, qui à l'époque étaient déjà adultes et vivaient à Strasbourg, et leur a raconté une version complètement déformée de l'histoire. Il leur a dit que j'étais devenue instable, que j'avais une liaison, que j'abandonnais la famille pour des raisons égoïstes et futiles. Il s'est présenté comme la victime désespérée d'une épouse cruelle et ingrate. Et Clément et Louise, qui avaient toujours eu leur père comme référence absolue, ont cru chaque mot. Après tout, leur père ne mentirait jamais, n'est-ce pas? Leur père était cet homme respecté, prospère, admiré de tous. Comment aurait-il pu imaginer qu'il était capable de manipuler la vérité de cette façon? J'ai essayé de leur parler. J'ai appelé, envoyé des messages, écrit des lettres. Mais ils avaient déjà complètement fermé leur cœur. Clément, mon fils aîné, toujours si semblable à son père dans l'entêtement et la rigidité de pensée, fut le premier à me bloquer. Il a dit que j'étais une honte pour la famille,
que j'avais détruit tout ce qu'il croyait vrai et bon. Louise, ma cadette, qui a toujours été plus sensible et rêveuse, s'est aussi éloignée, mais d'une manière différente. Elle n'a pas crié, ne m'a pas insulté, elle a simplement cessé de répondre. Son silence m'a fait plus mal que n'importe quel mot agressif que Clément aurait pu dire. C'était comme si j'avais cessé d'exister pour elle, comme si 30 et quelques années de soins, de dévouement et d'amour avaient été effacées en un instant. Je vais vous raconter ce qui s'est passé lorsqu'ils ont finalement découvert la vérité, mais d'abord, il faut que vous compreniez combien ces 7 années m'ont coûté. Il faut que vous ressentiez le poids de l'abandon, de l'injustice, de la solitude qui a failli me détruire. Et si vous me suivez jusqu'ici, si quelque chose dans mon histoire touche votre cœur, si vous avez vécu quelque chose de similaire ou connaissez quelqu'un qui l'a vécu, laissez un like sur cette vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi entendre ce que j'ai à dire. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez, car savoir que je ne suis pas seule dans cette douleur fait toute la différence. Maintenant, restez avec moi, car ce qui vient va tout changer. Dans les premiers mois après le divorce, j'ai encore nourri l'espoir que mes enfants finiraient par me chercher, que la poussière retomberait et que la raison prévaudrait. J'imaginais qu'ils percevraient les incohérences dans la version de leur père, qu'ils questionneraient, qu'ils viendraient me voir en quête de réponses. Mais les mois se sont transformés en années, et le silence est resté absolu et implacable. J'ai déménagé dans un appartement plus petit, plus modeste, près du centre historique de Colmar, où les rues pavées et les maisons à colombage m'apportaient un certain réconfort nostalgique. J'ai commencé à travailler dans une petite librairie appelée La Page Tournée, où j'ai organisé des rayonnages, servi des clients et redécouvert le plaisir de lire, quelque chose que j'avais complètement abandonné pendant les années de mariage. C'est dans cette librairie que j'ai rencontré Hélène, une femme de 72 ans, veuve, dotée d'un sourire généreux et d'une sagesse venue de décennies de vie vécues intensément. Hélène a été la première personne depuis longtemps à vraiment m'écouter, sans jugement, sans interruption. Elle avait elle-même vécu un divorce difficile dans sa jeunesse et comprenait la douleur d'être incomprise par ses propres enfants. C'est elle qui m'a suggéré d'écrire un message complet, détaillé, racontant tout ce que j'avais vécu dans mon mariage, tout ce que Gérard avait fait, toutes les petites cruautés accumulées au fil des années. Non pour me venger, mais pour laisser ma version des faits enregistrés, au cas où un jour mes enfants voudraient vraiment comprendre ce qui s'était passé. J'ai passé des semaines à écrire ce message. Chaque mot était choisi avec soin, chaque souvenir revisité avec douleur, mais aussi avec le besoin d'être honnête et précise. J'ai raconté les fois où Gérard m'humiliait en public de façon subtile, faisant des commentaires sur mon poids, mes vêtements, mon manque de sophistication. J'ai raconté le contrôle financier absolu qu'il exerçait, me donnant une somme ridicule pour les dépenses domestiques alors qu'il dépensait des fortunes en vins coûteux et dîners avec des clients. J'ai raconté les mensonges qu'il disait pour justifier des absences prolongées, des voyages que j'ai découverts plus tard être des escapades avec d'autres femmes. J'ai raconté la façon dont il manipulait les enfants, se présentant toujours comme le héros généreux et me dépeignant comme la méchante exigeante et insatisfaite. Et à la fin du message, j'ai écrit quelque chose qui venait directement du fond de mon âme, je ne vous ai pas abandonné. Je me suis sauvée moi-même. Et j'espère qu'un jour vous pourrez comprendre qu'une mère a aussi le droit d'être heureuse, d'être respectée, d'être vue comme un être humain et pas seulement comme un rôle à jouer. J'ai envoyé ce message à tous les deux. Et aucun d'eux ne l'a lu. Je le sais parce que les applications de messagerie ont ces maudits signes qui montrent quand quelqu'un visualise ce que vous avez envoyé. Les messages sont restés là, délivrés, mais ignorés. Après quelques semaines, j'ai réalisé qu'ils m'avaient définitivement bloqué. Mes messages n'arrivaient plus. Mes appels tombaient directement sur la messagerie vocale. Mes lettres étaient retournées avec la mention « Destinataire a refusé de recevoir ». C'était comme si j'étais morte pour eux, mais sans le droit à des funérailles, sans le droit à un adieu, sans le droit à rien. Les années sont passées lentement, chacune pesant plus que la précédente. J'ai continué à travailler à la librairie, je me suis fait quelques amis dans le quartier, j'ai commencé à fréquenter un club de lecture qui se réunissait les jeudis à la bibliothèque municipale. Mais la blessure n'a jamais complètement cicatrisé.
Il y avait des jours où je me réveillais, et, pendant quelques secondes bénies, j'oubliais que mes enfants ne faisaient plus partie de ma vie. Et puis la réalité me frappait comme un coup de poing dans l'estomac, et je devais rassembler mes forces pour simplement me lever du lit et affronter une journée de plus. Je pensais constamment à Clément et Louise. J'imaginais comment ils allaient, s'ils étaient heureux, s'ils s'étaient mariés, si j'avais des petits-enfants que je ne connaîtrais jamais. Leur absence était comme un trou noir au centre de ma poitrine, aspirant toute joie et tout espoir que j'essayais de cultiver. Gérard, quant à lui, a continué à vivre sa vie comme si rien ne s'était passé. J'ai appris par des connaissances communes qu'il continuait à fréquenter les mêmes endroits, à maintenir la même image impeccable, à recevoir les mêmes éloges. Personne ne remettait en question sa version du divorce. Après tout, pourquoi le ferait-il? Il était Gérard Levesque, l'homme d'affaires prospère, l'homme de famille qui avait été cruellement abandonné par son épouse instable. J'étais simplement l'ex-femme amère que personne ne voulait entendre. Et il le savait. Il savait exactement le pouvoir qu'il avait sur le récit, sur la perception publique, sur la loyauté de nos enfants. Et puis, un matin froid de mars de cette année, j'ai reçu un appel qui allait tout changer à nouveau. C'était du cabinet notarial Durand, à Mulhouse, un cabinet d'avocats et de notaires qui s'occupait des affaires juridiques de Gérard depuis des décennies. La secrétaire, une femme à la voix polie mais distante, m'a informé que Gérard était décédé d'un infarctus foudroyant 3 jours auparavant et que, en tant qu'ex-épouse et mère des héritiers, ma présence était demandée pour la lecture du testament. Je suis restée silencieuse quelques secondes, assimilant l'information. Gérard était mort. L'homme qui avait contrôlé ma vie pendant tant d'années, qui avait détruit ma relation avec mes enfants, qui avait construit un mensonge si solide qu'il était devenu indestructible, était mort. Je n'ai pas ressenti de joie, pas ressenti de tristesse. J'ai simplement ressenti un vide étrange, comme si une page avait été tournée mais que le chapitre suivant était encore vierge. La lecture du testament était prévue pour la semaine suivante. J'ai pris le train de Colmar à Mulhouse un matin au ciel chargé, avec ces nuages lourds qui promettent la pluie mais ne se décident jamais à tomber. Le cabinet se trouvait dans un immeuble ancien et élégant de la rue du Sauvage, avec cette architecture alsacienne traditionnelle qui mélange pierre et bois. Je suis arrivé quelques minutes avant l'heure prévue et j'ai été accueilli par Maître Durand, un homme d'une 60aine d'années, mince, avec des lunettes à monture fine et une expression sérieuse. Il m'a conduite dans une salle de réunion où, assis de l'autre côté de la longue table en chêne sombre, se trouvaient Clément et Louise. 7 ans. 7 ans sans voir leur visage. Clément avait vieilli, avec quelques cheveux blancs aux tempes, la même posture rigide que son père. Louise avait aussi changé, elle était plus maigre, avec une tristesse dans les yeux qui n'était pas là avant. Aucun des deux ne m'a salué. Aucun des deux ne m'a même regardé directement. Ils ont simplement ignoré ma présence comme si j'étais un fantôme indésirable dans cette pièce. Je me suis assise du côté opposé, le cœur battant irrégulièrement, les mains glacées malgré le chauffage allumé. Maître Durand a ouvert un dossier en cuir marron, ajusté ses lunettes et a commencé à lire le testament de Gérard Levesque avec cette voix monocorde typique de ceux qui lisent des documents juridiques depuis des décennies. Le testament était long, rempli de termes techniques et de formalités légales. Gérard avait laissé l'entreprise d'importation de vin à Clément, l'appartement de Strasbourg à Louise, et quelques comptes bancaires partagés entre les deux. Pour moi, curieusement, il avait laissé une somme symbolique et une lettre scellée qui devait être remise uniquement en présence des enfants. Maître Durand m'a tendu l'enveloppe blanche avec mon nom écrit dans la calligraphie soignée de Gérard. J'ai déchiré le cachet avec des doigts tremblants et j'ai commencé à lire. La lettre était courte, directe, et absolument prévisible. Gérard écrivait que, malgré tout, j'avais été une compagne pendant de nombreuses années et que je méritais une petite compensation financière. Mais la dernière phrase a été comme un coup de poignard. Elle disait « J'espère qu'Armande utilisera cet argent pour enfin chercher l'aide psychologique dont elle a toujours eu besoin, mais qu'elle n'a jamais eu le courage de chercher. » J'ai regardé Clément et Louise. Ils évitaient mon regard, mais j'ai perçu une esquisse d'accord dans l'expression de Clément,
comme si cette dernière phrase de son père confirmait tout ce qu'il avait toujours cru sur moi. Et c'est à ce moment, à cet instant précis où j'ai senti l'injustice brûler comme du feu liquide dans mes veines, que j'ai pris une décision. Je n'allais plus me taire. Je n'allais plus accepter passivement leur condamnation. J'ai pris mon sac, me suis levé lentement, et avant de sortir de cette salle, j'ai regardé directement mes enfants pour la première fois en 7 ans. Débloquez mon numéro, ai-je dit, d'une voix ferme que je n'ai moi-même pas reconnue. Vous m'avez bloqué il y a 7 ans, mais j'ai envoyé un message à l'époque. Un unique message long qu'aucun de vous n'a lu. Vous l'avez refusé sans même l'ouvrir. Débloquez le numéro, lisez le message, et ensuite décidez si ce que vous venez d'hériter est vraiment quelque chose que vous méritez, ou si vous avez construit toute votre vie sur un mensonge raconté par un homme que vous n'avez jamais vraiment connu. Et je suis parti. J'ai descendu les escaliers de cet immeuble ancien sans regarder en arrière, je suis sorti dans la rue où une pluie fine commençait enfin à tomber, et j'ai marché jusqu'à la gare sans destination précise, juste avec la certitude que, finalement, j'avais fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Je ne sais pas s'ils vont débloquer. Je ne sais pas s'ils vont lire. Je ne sais pas si quelque chose va changer. Mais pour la première fois en 7 ans, je sens que j'ai récupéré un morceau de ma dignité. Je suis rentré à Colmar cet après-midi pluvieux avec une sensation étrange mêlant soulagement et anxiété, comme si j'avais enfin lâché un cri coincé dans ma gorge depuis des années, mais que je devais maintenant faire face à l'écho qu'il produirait. Je suis descendu du train à la petite gare où les lumières jaunâtres étaient déjà allumées à cause du ciel sombre, et j'ai marché dans les rues familières de mon quartier en essayant d'assimiler ce qui s'était passé dans cette salle de réunion à Mulhouse. L'image des visages de Clément et Louise, cette expression d'inconfort et de confusion quand j'ai mentionné le message, est restée gravée dans mon esprit comme une photographie impossible à effacer. Allait-il vraiment débloquer mon numéro? Après 7 ans de silence absolu, aurait-il le courage d'affronter une vérité qui pourrait complètement détruire l'image idéalisée qu'ils s'étaient construite de leur père? Quand je suis arrivé à mon appartement, la première chose que j'ai faite a été de préparer une tisane de camomille, de m'asseoir dans le fauteuil près de la fenêtre qui donne sur la rue étroite où les enfants jouent habituellement pendant la journée, et simplement respirer. J'ai regardé le téléphone portable posé sur la petite table basse et je me suis demandé combien de temps il leur faudrait pour prendre une décision. Des heures? Des jours? Des semaines? Ou peut-être jamais. Peut-être ignoreraient-ils simplement ma demande comme ils avaient ignoré tout ce que j'avais essayé de dire ces 7 dernières années. Après tout, il est beaucoup plus confortable de vivre dans un mensonge qui nous arrange que d'affronter une vérité qui nous oblige à tout remettre en question. 3 jours se sont écoulés sans aucun signe. J'ai continué à travailler à la librairie, à servir les clients, à organiser les rayonnages, à faire semblant que tout allait bien alors que mon cœur s'emballait chaque fois que le portable émettait le moindre son. Hélène a remarqué mon inquiétude. Un après-midi tranquille où il n'y avait pas de clients dans la boutique, elle s'est assise à côté de moi et m'a directement demandé ce qui se passait. Je lui ai raconté la lecture du testament, ce que j'avais dit à Clément et Louise, le message qu'ils n'avaient jamais lu. Hélène est restée silencieuse quelques instants, me regardant avec cette sagesse sereine que seuls ceux qui ont beaucoup vécu peuvent avoir, puis elle a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. « Armande, tu as fait ce qui devait être fait. Tu as planté une graine de doute dans un terrain qui était durci depuis des années. Maintenant, tu dois accepter que tu ne peux pas contrôler si cette graine va germer ou non. Cela dépend d'eux, pas de toi. Ce que tu peux contrôler, c'est la paix que tu portes en toi, indépendamment de la décision qu'ils prendront. » Le 5e soir après la lecture du testament, alors que je commençais déjà à accepter que rien ne changerait, mon portable a vibré avec une notification. Il était presque minuit. J'étais couché dans mon lit, essayant de lire un livre sans parvenir à me concentrer, quand l'appareil a illuminé l'obscurité de la chambre. Je l'ai pris avec des mains tremblantes et j'ai vu que c'était un message d'un numéro que je n'avais plus enregistré, mais que je reconnaissais immédiatement. C'était Louise. Mon cœur a commencé à battre si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai ouvert le message avec des doigts qui tremblaient incontrôlablement. Il était court, direct, mais chargé d'une émotion que je pouvais sentir à travers les mots. « Maman,
j'ai débloqué ton numéro. Je vais lire le message maintenant. Clément n'a pas encore décidé, mais j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de comprendre. Louise. Je suis restée à regarder cet écran illuminé pendant des minutes qui ont semblé des heures. Louise m'avait débloqué. Ma fille, après 7 ans de silence, était sur le point de lire le message que j'avais écrit avec tant de soin, tant de douleur, tant d'espoir qu'il serait lu un jour. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je ne savais pas quoi dire. Au lieu de cela, j'ai simplement tenu le portable contre ma poitrine et j'ai pleuré. J'ai pleuré de soulagement, de peur, d'espoir, de toutes les émotions que j'avais réprimées pendant si longtemps. Et puis, après m'être calmée, j'ai écrit une réponse simple: merci d'avoir le courage, Louise. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. Maman. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis restée à imaginer Louise lisant chaque mot de ce long message qui détaillait des années de souffrance silencieuse, de manipulation subtile, d'humiliation déguisée en attention. J'imaginais l'expression sur son visage changeant au fur et à mesure que les révélations s'accumulaient, que les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin pour former une image complètement différente de celle qu'elle avait crue pendant si longtemps. Et je me demandais si elle serait capable de me croire, si elle pourrait voir au-delà de la version soigneusement construite par son père, si elle aurait assez de force pour remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur sa propre famille. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt avec un autre message de Louise. Cette fois, il était long, très long, et chaque mot dégoulinait d'émotion. Maman, j'ai passé toute la nuit à lire et relire ton message. Je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas pu arrêter de pleurer. Je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas quoi ressentir. Une partie de moi veut croire que tu exagères, que tu déformes les choses par amertume, mais une autre partie reconnaît des choses que j'ai toujours vues mais que je n'ai jamais voulu admettre. Je me souviens des commentaires que papa faisait sur toi, des plaisanteries qui semblaient inoffensives mais que je réalise maintenant être cruelles. Je me souviens de toi essayant de parler et lui t'interrompant toujours, ayant toujours le dernier mot. Je me souviens de toi demandant de l'argent pour acheter des choses simples et lui questionnant chaque centime comme si tu étais une enfant irresponsable. Maman, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de parler avec toi en personne. J'ai besoin de regarder dans tes yeux et de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Peux-tu me recevoir à Colmar? S'il te plaît. Louise. J'ai répondu immédiatement en disant oui, qu'elle serait toujours la bienvenue, que je la recevrais quand elle voudrait. Nous avons fixé rendez-vous le samedi suivant, chez moi. J'ai passé les jours qui précédaient la rencontre dans un état de nervosité qui me rendait incapable de faire quoi que ce soit tranquillement. J'ai nettoyé l'appartement 3 fois, préparé et repensé 1000 fois ce que j'allais dire, cuisiné des plats que Louise aimait quand elle était enfant. Hélène, toujours sage, m'a rappelé de ne pas créer d'attentes excessives, d'être préparée à une conversation difficile, de comprendre que Louise traitait des informations qui ébranlaient les structures les plus profondes de sa compréhension du monde et de la famille. Quand Louise a sonné ce samedi après-midi, mon cœur a presque cessé de battre. J'ai ouvert la porte et elle était là, ma fille, après 7 ans. Elle était différente, plus maigre, avec des cernes profondes qui trahissaient des nuits mal dormies, mais c'était toujours ma Louise. Pendant quelques secondes, nous sommes restés à nous regarder, sans savoir quoi faire, comme si nous étions 2 étrangères qui devaient se reconnaître avant tout geste. Et puis, soudain, elle a commencé à pleurer et s'est jetée dans mes bras. Je l'ai serrée fort, sentant son corps trembler de sanglots, et j'ai pleuré avec elle, mouillant ses cheveux de mes larmes, l'embrassant comme je ne l'avais pas fait depuis si longtemps que la sensation semblait à la fois familière et complètement nouvelle. Nous nous sommes assises sur le canapé, l'une à côté de l'autre, et Louise a commencé à parler. Elle m'a raconté qu'après avoir lu mon message, elle avait passé des jours à revisiter des souvenirs de l'enfance et de l'adolescence, essayant de les voir avec de nouveaux yeux. Elle a dit qu'elle avait toujours su, à un niveau profond et non admis, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la dynamique entre moi et son père, mais qu'il était plus facile d'ignorer les signes que d'affronter la réalité. Elle m'a raconté que Clément, contrairement à elle, refusait catégoriquement de lire le message,
disant que j'essayais simplement de les manipuler même après la mort de leur père, que j'étais incapable d'accepter la responsabilité de mes actes. Louise a dit qu'elle s'était violemment disputée avec son frère à cause de cela, que pour la première fois depuis des années il s'était disputé au point qu'elle était partie en claquant la porte de son appartement. J'ai passé des heures à parler avec Louise cet après-midi-là. Pas seulement du divorce, mais de tout. De comment avait été ma vie ces 7 dernières années, de la librairie où je travaille, d'Hélène et du club de lecture, des petites joies que j'avais trouvées dans les espaces vides laissés par leur absence. Et Louise a aussi parlé de sa vie. Elle m'a raconté qu'elle était mariée depuis 3 ans à un professeur d'histoire appelé Thomas, qu'elle vivait dans un quartier tranquille à Strasbourg, qu'elle travaillait comme architecte dans un petit cabinet prometteur. Elle a dit qu'elle avait toujours voulu me raconter ces choses, qu'il y avait eu des moments où elle avait failli débloquer mon numéro juste pour partager une joie ou demander un conseil, mais que la peur de la réaction de son père et la loyauté envers son frère l'en empêchaient. Quand le soleil a commencé à se coucher et que le salon a été plongé dans cette lumière orangée douce de fin d'après-midi, Louise m'a posé une question que j'attendais, mais pour laquelle je n'étais pas totalement préparée. « Maman, as-tu des preuves de ce que tu dis ? Quelque chose de concret que je peux montrer à Clément, quelque chose qui le fera remettre en question la version de papa ?» J'ai respiré profondément et j'ai répondu honnêtement. Louise, je n'ai pas d'enregistrement de conversation ou de documents qui prouvent des humiliations émotionnelles. Ce type d'abus laisse rarement des traces visibles. Ce que j'ai, ce sont des années de silence imposé, de contrôle financier que tu peux toi-même vérifier dans les anciens relevés bancaires, d'isolement progressif que nos anciens amis et voisins peuvent confirmer si tu leur demandes. Mais la vérité la plus profonde, celle qui compte vraiment, se trouve dans les souvenirs que tu as déjà et que tu peux maintenant réinterpréter avec de nouveaux yeux. Louise est restée silencieuse quelques instants, absorbant mes paroles. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a surprise. « Maman, je vais enquêter. Je vais parler avec des gens qui vous connaissaient, je vais revoir des documents, je vais chercher des preuves. Non pas parce que je doute de toi, mais parce que j'ai besoin d'avoir une certitude absolue avant d'affronter Clément. Il est très têtu, très semblable à papa dans cet aspect. Si j'arrive chez lui seulement avec tes paroles, il va tout rejeter. Mais si j'arrive avec des faits, avec des témoignages de tierces personnes, avec des preuves concrètes, peut-être sera-t-il forcé au moins de considérer que sa version peut être incomplète. » J'étais d'accord avec elle. C'était une approche sensée, rationnelle, et cela démontrait que Louise n'acceptait pas aveuglément ma version, mais cherchait la vérité de façon indépendante. Dans les semaines qui ont suivi, Louise s'est lancée dans une véritable enquête. Elle a cherché Madame Rousseau, notre ancienne voisine à Colmar, une dame de 80 ans passée qui avait toujours été très observatrice et qui a confirmé avoir été témoin de diverses situations où Gérard me traitait avec mépris déguisé en gentillesse. Elle a parlé avec Pierre, l'ancien comptable de l'entreprise de vin, qui a révélé que Gérard maintenait des comptes bancaires séparés dont je n'avais pas connaissance et qu'il utilisait pour des dépenses personnelles extravagantes alors qu'il me donnait une allocation ridicule pour les dépenses domestiques. Elle a parlé avec Simone, une cousine éloignée de notre famille, qui m'avait confié il y a des années avoir vu Gérard dans des situations compromettantes avec d'autres femmes pendant des voyages d'affaires. Chaque nouvelle information que Louise découvrait était comme une pièce supplémentaire du puzzle qui formait finalement une image claire et indéniable de la vérité. Elle m'appelait presque tous les jours, parfois émue, parfois révoltée, parfois simplement triste d'avoir mis tant de temps à voir l'évidence. Et je l'accueillais à chaque appel, à chaque visite, essayant de ne pas alimenter la rancœur ou le désir de vengeance, mais plutôt une compréhension que nous avions tous été, d'une certaine façon, victime de la manipulation de Gérard. Il avait construit une réalité alternative si convaincante que même moi, qui vivais dans le mariage et souffrais quotidiennement, je doutais parfois de ma propre perception. Clément, quant à lui, est resté irréductible. Louise a essayé de lui parler plusieurs fois, mais il refusait d'écouter. Il disait que j'avais manipulé sa sœur, que les témoins qu'elle avait trouvés étaient des personnes ressenties qui voulaient salir la réputation de Gérard par jalousie ou dépit. Il est allé jusqu'à dire que Louise était naïve, faible, facilement influençable. La relation entre les deux frères, qui avait toujours été proche, a commencé à se détériorer rapidement.
Louise m'a raconté que Clément était de plus en plus agressif, de plus en plus défensif, comme si admettre que son père n'était pas parfait était une menace existentielle pour sa propre identité. Et puis, 2 mois après la lecture du testament, quelque chose s'est produit que personne n'attendait. Louise a reçu un appel de Maître Durand, le notaire qui avait conduit la lecture du testament. Il a dit qu'il devait parler d'urgence avec elle et Clément d'un sujet délicat lié à l'héritage de Gérard. Il a fixé une réunion dans son cabinet pour la semaine suivante et a demandé que tous les deux soient présents. Louise m'a appelé immédiatement, nerveuse, sans comprendre de quoi il pouvait s'agir. Moi non plus je ne savais pas, mais j'ai senti un frisson dans la colonne vertébrale, une intuition que quelque chose d'important était sur le point d'être révélé. Le jour de la réunion, Louise est allée seule, car Clément avait initialement refusé de se présenter en disant qu'il ne voulait plus rien qui implique la famille après toute la confusion que j'avais créée. Mais Maître Durand a insisté, disant qu'il s'agissait d'une question légale qui requérait la présence des 2 héritiers. Clément, toujours préoccupé par les questions pratiques et financières, a fini par céder. Je n'ai pas été invité à cette réunion, mais Louise m'a tenu informé par message pendant tout le processus. Ce que Maître Durand a révélé cet après-midi-là a tout changé de façon définitive et irréversible. Quand Louise m'a appelé en sortant du cabinet du notaire, sa voix était tellement altérée que j'ai à peine pu comprendre ce qu'elle disait entre les sanglots et les mots entrecoupés. Je lui ai demandé de se calmer, de respirer profondément, de me raconter lentement ce qui s'était passé lors de cette réunion. Elle a garé la voiture quelque part, est restée quelques minutes en silence en essayant de se recomposer, puis elle m'a raconté quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer, en toutes mes années de mariage et en toutes mes années de séparation. Maître Durand avait révélé que Gérard maintenait, depuis plus de 15 ans, une seconde famille à Munich, en Allemagne. Une femme appelée Ingrid Weber, avec qui il avait 2 enfants, une fille de 14 ans et un garçon de 11 ans, qu'il soutenait financièrement de façon significative à travers l'un des comptes bancaires secrets que Pierre, le comptable, avait mentionné superficiellement mais sans connaître tous les détails. Je suis resté complètement sans voix. J'ai tenu le téléphone contre mon oreille, assise dans le fauteuil de mon salon, sentant comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Une seconde famille. Pendant 15 ans. 15 ans durant lesquels Gérard voyageait régulièrement, pour affaires, en Allemagne, durant lesquels il disparaissait pendant des semaines entières en disant qu'il finalisait des contrats importants, durant lesquels il revenait à la maison avec des cadeaux coûteux pour moi et pour les enfants, probablement pour compenser la culpabilité ou simplement maintenir la façade impeccable. 15 ans durant lesquels il avait construit une vie parallèle complète, avec une autre femme, d'autres enfants, d'autres routines, d'autres mensonges. Et moi, naïve, contrôlée, isolée, je n'avais jamais soupçonné quelque chose de cette ampleur. Louise a continué à me raconter, avec la voix encore étranglée, que Maître Durand avait été contacté par un avocat allemand représentant Ingrid Weber juste après la mort de Gérard. Ingrid voulait revendiquer des droits pour ses enfants sur l'héritage, argumentant que Gérard avait été un père présent et responsable financièrement, et que les enfants méritaient d'être reconnus légalement. Le notaire, évidemment embarrassé, a expliqué que du point de vue légal français, les enfants nés hors mariage ont des droits successoraux, et que donc l'héritage que Clément et Louise pensaient leur appartenir exclusivement devrait être partagé avec ces 2 enfants dont ils ignoraient même l'existence. La réaction de Clément, selon Louise, a été explosive. Il a commencé à crier dans le cabinet, accusant Maître Durand d'inventer des histoires absurdes, d'être impliqué dans une sorte d'escroquerie, d'essayer de voler l'héritage qui lui revenait légitimement. Le notaire, maintenant son sang-froid professionnel malgré la situation embarrassante, a présenté des documents, actes de naissance des enfants où Gérard apparaissait comme père, virements bancaires réguliers sur 15 ans, photographies montrant Gérard avec Ingrid et les enfants à divers moments et endroits, messages échangés entre lui et Ingrid qui ne laissaient aucun doute sur la nature et la durée de cette relation. Louise a dit que Clément était resté paralysé devant cette pile de preuves irréfutables. Tout son monde, toute l'image idéalisée qu'il avait de son père comme un homme intègre, travailleur, dévoué à sa famille, s'est effondré en quelques minutes. Il a essayé d'argumenter que cela devait être un cas isolé, une erreur du passé, quelque chose qui ne définissait pas qui était vraiment Gérard. Mais Maître Durand,
avec la froideur de celui qui traite des situations compliquées depuis des décennies, a expliqué que 15 ans de relations parallèles, avec 2 enfants et un soutien financier continu, n'était pas une erreur ou un faux pas, mais bien un choix délibéré et maintenu consciemment pendant la majeure partie de la vie adulte de Clément et Louise. C'est alors que Louise a fait le lien que j'essayais encore moi-même d'assimiler. Elle a regardé Clément et lui a dit, selon ce qu'elle m'a raconté, d'une voix étrangement calme, « Tu comprends maintenant ? Tu comprends pourquoi maman a demandé le divorce ? Tu comprends pourquoi elle disait que le mariage était insoutenable ? » Elle ne savait probablement même pas qu'il y avait cette seconde famille, mais elle vivait tous les jours avec un homme capable de mentir de cette façon, de garder des secrets de cette ampleur, de manipuler toutes les personnes autour de lui pour préserver une image complètement fausse. Et nous l'avons condamnée. Nous l'avons bloquée. Nous l'avons traitée comme si elle était une criminelle. Tout cela parce que nous avons cru aveuglément en un homme qui a passé toute sa vie à nous tromper. Clément, apparemment, n'a pas répondu. Il s'est simplement levé et est sorti du cabinet sans rien dire, laissant Louise seule avec le notaire et le poids de cette révélation dévastatrice. Louise est restée quelques minutes de plus, a demandé des copies de certains documents, puis est aussi sortie, se sentant complètement perdue, trahie, honteuse, furieuse. Elle est venue directement à Colmar, à mon appartement, et quand j'ai ouvert la porte, elle s'est simplement jetée dans mes bras et a pleuré comme une enfant, répétant « Pardon maman, pardon » tellement de fois que j'en ai perdu le compte. J'ai tenu ma fille, caressé ses cheveux, et étrangement je n'ai pas ressenti de colère ou le désir de dire « Je vous l'avais dit ». J'ai seulement ressenti une tristesse profonde pour tout ce que nous avions perdu, pour toutes ces années volées, pour toutes les blessures qui prendraient beaucoup de temps à cicatriser. Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé, comme nous l'avions fait des semaines auparavant, mais cette fois le poids de la conversation était complètement différent. Louise voulait comprendre comment je n'avais pas remarqué, comment Gérard avait réussi à maintenir cette farce pendant si longtemps. J'ai expliqué que le contrôle qu'il exerçait sur moi était si absolu que j'avais à peine accès aux finances familiales, je connaissais à peine les détails de ses voyages, j'avais à peine l'espace pour questionner ou enquêter sur quoi que ce soit sans être immédiatement accusée d'être paranoïaque, jalouse, inquiète. Louise m'a alors posé une autre question difficile. « Maman, tu penses qu'il aimait cette autre femme ? Ou est-ce que tout cela concernait seulement le contrôle et le pouvoir ? » J'ai respiré profondément avant de répondre. Je ne sais pas, Louise. Peut-être qu'il était capable de ressentir quelque chose pour elle, peut-être pas. Ce que je sais, c'est qu'un homme qui construit une double vie de cette ampleur ne pense pas à l'amour véritable, mais plutôt à satisfaire ses propres désirs et besoins sans se soucier de l'impact que cela a sur les personnes autour. Il nous a utilisés, moi, toi, Clément, cette autre femme, ses enfants, comme des pièces dans un jeu où seul lui connaissait toutes les règles. Dans les semaines qui ont suivi, la situation s'est déroulée de façon de plus en plus complexe et douloureuse. Ingrid Weber, à travers son avocat, a officiellement engagé une action en justice revendiquant les droits successoraux de ses enfants. Clément, initialement, voulait tout contester, argumenter que ses enfants ne méritaient rien parce qu'ils étaient le fruit d'une relation immorale. Mais Maître Durand a été clair. Du point de vue légal, les enfants étaient innocents et avaient des droits garantis par la loi française, indépendamment des circonstances de leur naissance. Louise, par contre, a eu une réaction complètement différente. Elle a dit qu'elle voulait rencontrer Ingrid et les enfants, qu'elle sentait qu'eux aussi étaient victimes de Gérard, qu'ils méritaient que leurs droits soient respectés. Clément a trouvé cette position absurde, a accusé Louise de trahir la mémoire de leur père et de s'allier à des personnes qui voulaient détruire la famille. La relation entre les frères et sœurs, qui était déjà ébranlée, s'est complètement rompue. Ils ont cessé de se parler, sauf à travers des avocats quand c'était nécessaire pour des questions légales. Louise a décidé d'aller à Munich rencontrer Ingrid. Elle m'a demandé si je voulais l'accompagner, mais j'ai poliment décliné. J'ai dit que c'était un voyage qu'elle devait faire seule, que j'avais déjà affronté mes démons et que maintenant c'était son tour de traiter toute cette situation de la façon qui avait du sens pour elle. Mais je lui ai demandé de tout me raconter à son retour, et elle a promis qu'elle le ferait. Quand Louise est revenue de Munich, 3 jours plus tard,
elle était visiblement différente. Plus mature, d'une certaine façon, comme si elle avait vieilli de plusieurs années en seulement quelques jours. Elle est venue me voir et m'a raconté la rencontre. Ingrid était une femme de 42 ans, professeure de langue, qui avait rencontré Gérard lors d'une foire au vin à Munich il y a 16 ans. Selon Louise, Ingrid avait aussi été trompée. Gérard lui avait dit qu'il était divorcé, qu'il avait 2 enfants adultes en France avec qui il entretenait une relation distante, qu'il construisait une nouvelle vie. Ingrid n'a découvert qu'il était marié que lorsque Gérard est décédé et qu'elle a essayé de contacter la famille pour informer du décès, finissant par découvrir la vérité à travers des connaissances communes. Les enfants, Emma et Lucas, étaient des adolescents normaux qui traitaient aussi la perte de leur père et la découverte qu'il avait menti sur pratiquement tout. Louise a dit qu'elle avait longuement parlé avec eux, qu'elle avait ressenti une connexion étrange mais réelle. Après tout, ils étaient ses demi-frères, des enfants qui portaient le même sang, le même héritage génétique, mais qui avaient grandi dans des réalités complètement différentes. Elle a dit qu'Emma avait la même timidité que Louise avait à l'adolescence, et que Lucas avait le même humour sarcastique que Clément avait quand il était jeune, avant de devenir si rigide et amer. Louise a pris une décision qui a surpris tout le monde, y compris moi. Elle a décidé qu'elle ne contesterait pas les droits successoraux des enfants, et plus que cela, elle a proposé de partager l'héritage de façon équitable entre les 4 enfants de Gérard, même si cela signifiait recevoir beaucoup moins que ce qu'elle espérait initialement. Elle a dit que ses enfants n'étaient coupables de rien, qu'ils méritaient d'avoir accès aux ressources que leur père avait laissées, et qu'elle ne pourrait pas vivre en paix en sachant qu'elle leur refusait quelque chose qui leur appartenait légitimement. Clément, évidemment, était furieux de cette décision. Il a accusé Louise d'être faible, manipulable, de trahir la famille légitime en faveur de bâtards qui ne méritaient rien. Les mots qu'il a utilisés étaient si durs, si cruels, que Louise a décidé de couper les ponts avec lui aussi. Elle a dit qu'elle ne reconnaissait plus le frère qu'elle aimait, qu'il s'était transformé en une version encore plus amère et contrôlante de leur père, et qu'elle ne voulait pas de cela dans sa vie. Le partage de l'héritage a pris des mois pour être finalisé, avec des avocats des 2 côtés négociant chaque détail. Au final, il a été établi que l'entreprise de vin serait vendue et la valeur partagée entre les 4 enfants, ainsi que les biens immobiliers et les comptes bancaires. Clément a accepté uniquement parce qu'il n'avait légalement pas le choix, mais il a clairement fait savoir qu'il considérait cela comme une injustice monumentale et qu'il ne pardonnerait jamais à Louise d'avoir facilité le processus au lieu de lutter contre. Et moi, au milieu de tout cela, je me suis retrouvée dans une position étrange d'être à nouveau sollicitée par Louise, d'être vue comme une source de sagesse et de réconfort, de voir ma version des faits finalement validée non pas par des mots mais par des preuves concrètes et irréfutables. Je n'ai pas ressenti de victoire, je n'ai pas ressenti de satisfaction d'avoir eu raison. J'ai seulement ressenti une tristesse profonde pour tout ce qui avait été perdu, pour toutes ces années qui auraient pu être différentes si la vérité était sortie plus tôt. Louise a commencé à me rendre visite régulièrement, reconstruisant peu à peu la relation qui avait été si brusquement interrompue 7 ans auparavant. J'ai rencontré Thomas, son mari, un homme gentil et attentionné qui l'avait soutenu pendant tout ce processus douloureux. Ils m'ont invité à dîner à Strasbourg, m'ont montré la maison qu'ils rénovaient, m'ont à nouveau incluse dans leur vie d'une façon que je pensais ne jamais revoir. Et chaque petit geste, chaque étreinte, chaque conversation, soignait des blessures que je pensais permanentes. Clément, en revanche, s'est éloigné de tout le monde. Il ne répondait plus aux tentatives de contact de Louise, n'assistait pas aux événements familiaux, vivait enfermé dans sa propre amertume et son ressentiment. Louise a essayé plusieurs fois de se rapprocher de lui, mais il faisait clairement savoir qu'il ne voulait rien avoir à faire avec aucun de nous. Il était devenu, en effet, une version plus jeune et encore plus solitaire de Gérard. Et puis, presque 1 an après la mort de Gérard, quelque chose s'est produit que personne n'attendait et qui a finalement apporté une conclusion, bien que douloureuse, à toute cette histoire. C'était un après-midi froid de février quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu avec une certaine hésitation, m'attendant à un appel commercial ou à une erreur. Mais la voix de l'autre côté était celle d'une jeune femme, Polly, qui s'est présentée comme Sophie Marchand, psychologue à l'hôpital universitaire de Strasbourg. Mon cœur s'est immédiatement emballé,
ce genre de pressentiment désagréable qu'on ne peut ignorer. Sophie a expliqué, d'un ton professionnel mais gentil, que Clément avait été hospitalisé la nuit précédente après un effondrement émotionnel sévère, et que lors de l'évaluation psychiatrique, il avait mentionné mon nom et celui de Louise plusieurs fois, démontrant un désir conflictuel mais réel de nous contacter. J'ai raccroché avec les mains tremblantes et j'ai immédiatement appelé Louise. Elle a répondu à la première sonnerie, déjà paniquée parce qu'elle aussi avait reçu un appel de l'hôpital. Nous avons convenu de nous retrouver là-bas dans 1 heure. J'ai pris le train pour Strasbourg avec le cœur serré, pensant à Clément, à comment il s'était tellement isolé, à comment la colère et l'orgueil peuvent détruire une personne de l'intérieur. Pendant tout le voyage, je revivais des moments de son enfance, le petit garçon rieur qui courait dans le jardin de la maison, l'adolescent intelligent et rêveur qui voulait étudier l'architecture, le jeune adulte qui s'était progressivement transformé en une version de plus en plus durcie de lui-même, surtout après le divorce. Quand je suis arrivée à l'hôpital, Louise était déjà dans la salle d'attente, pâle, les yeux rouges. Nous nous sommes enlacés en silence, sans avoir besoin de rien dire, partageant simplement cette peur que seule une mère et une sœur peuvent ressentir. Sophie est venue nous chercher et nous a emmenés dans une petite salle privée, où elle a expliqué la situation plus en détail. Clément avait été trouvé par un voisin dans son appartement, dans un état d'agitation extrême, parlant de façon incohérente, pleurant compulsivement, disant qu'il ne pouvait plus porter seul le poids de tout. Le voisin, inquiet, avait appelé une ambulance. À l'hôpital, les médecins avaient diagnostiqué un épisode de crise d'anxiété aiguë combiné à des signes de dépression profonde qui avaient probablement été négligés depuis longtemps. Sophie a expliqué que lors de l'évaluation psychologique, Clément avait finalement commencé à parler de tout ce qu'il avait réprimé durant la dernière année. La découverte de la seconde famille de son père, la sensation d'avoir été trompé toute sa vie, la culpabilité d'avoir coupé les ponts avec moi et d'avoir si maltraité Louise, la colère contre lui-même pour ne pas avoir eu le courage de lire mon message quand il en avait eu l'occasion, la peur d'admettre qu'il avait eu tort parce que cela signifierait que toute sa vie avait été construite sur des mensonges. Tout cela s'était accumulé comme une pression insoutenable qui avait finalement explosé d'une façon qu'il n'avait plus pu contrôler. J'ai demandé si nous pouvions le voir, s'il voulait nous voir. Sophie a dit que oui, qu'en fait Clément avait spécifiquement demandé à me parler, mais qu'il était très embarrassé, qu'il avait peur d'être rejeté après tout ce qu'il avait dit et fait. J'ai regardé Louise, qui tenait ma main fermement, et j'ai dit à Sophie que bien sûr je voulais voir mon fils, qu'indépendamment de tout ce qui s'était passé, il restait mon fils et que je ne lui tournerais jamais le dos dans un moment comme celui-là. On nous a emmenés jusqu'à la chambre où Clément était hospitalisé. Il était allongé dans le lit, avec l'expression la plus fragile et vulnérable que j'avais jamais vue. Quand il m'a vu entrer, ses yeux se sont remplis de larmes et il a tourné le visage de côté, comme s'il ne pouvait pas me regarder en face. Je me suis assise sur la chaise à côté du lit, Louise est restée debout près de la porte, et nous sommes restés quelques minutes en silence, simplement à respirer, simplement à exister ensemble dans cet espace chargé d'émotions non dites. Finalement, Clément a commencé à parler, d'une voix étranglée et basse. « Maman, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas comment demander pardon pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai dit. J'ai été un lâche. J'ai été cruel. J'ai préféré croire à un mensonge confortable plutôt que d'affronter la vérité qui était juste devant moi tout le temps. Et quand cette vérité est finalement sortie d'une façon que je ne pouvais plus ignorer, au lieu d'avoir le courage d'admettre que j'avais tort, j'ai simplement fui. J'ai éloigné Louise, j'ai éloigné tout le monde, je me suis renfermé dans ma colère et mon orgueil jusqu'à ce que je n'en puisse plus. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne, qui était froide et tremblante. J'ai dit, d'une voix qui est sortie plus ferme que je ne l'espérais, « Clément, tu es mon fils. Je t'ai aimé depuis le jour où tu es né et je t'aimerai jusqu'au jour où je mourrai. Ce qui s'est passé entre nous a été douloureux, a été injuste, mais je comprends que toi aussi tu as été victime des manipulations de ton père. Il a construit une réalité où j'étais la méchante, et tu y as cru parce que tu n'avais pas de raison de douter de lui. Mais maintenant tu connais la vérité. Et ce qui importe ce n'est pas de rester prisonnier du passé, mais de décider ce que tu vas faire à partir de maintenant.
Clément a pleuré, des pleurs profonds et libérateurs, de quelqu'un qui permet enfin aux barrières de tomber et aux émotions réprimées de remonter à la surface. Louise s'est aussi approchée et nous trois sommes restés là, dans cette chambre d'hôpital, enlacés, pleurant ensemble, commençant enfin à reconstruire ce qui avait été détruit. Ce ne serait pas facile, ce ne serait pas rapide, mais pour la première fois depuis des années, j'ai senti qu'il y avait un réel espoir que nous puissions redevenir une famille, même si une famille différente, marquée par des cicatrices, mais aussi par une honnêteté que nous n'avions jamais eue auparavant. Dans les semaines qui ont suivi, Clément a commencé à faire régulièrement de la thérapie. Sophie l'a accompagné dans des séances intensives où il a pu finalement traiter tout ce qui s'était passé, pas seulement durant la dernière année, mais tout au long de sa vie. Il a découvert des schémas de comportement qu'il avait copiés de son père sans s'en rendre compte, des mécanismes de défense qu'il utilisait pour éviter la vulnérabilité, des peurs profondes de ne pas être assez bien que Gérard avait plantées en lui depuis l'enfance à travers des exigences et des comparaisons constantes. Louise et moi l'avons visité régulièrement, d'abord à l'hôpital puis dans son appartement quand il a eu son autorisation de sortie. Lentement, très lentement, nous avons commencé à avoir de vraies conversations, sans les masques et les défenses qui avaient toujours été présents. Clément a finalement lu le message que j'avais envoyé 7 ans auparavant. Il lui a fallu 2 jours pour réussir à le terminer, s'arrêtant plusieurs fois parce que c'était émotionnellement trop intense. Mais quand il a terminé, il m'a appelé et a simplement dit « Maman, pardon de ne pas avoir lu cela il y a 7 ans. Pardon d'avoir gaspillé tant de temps. Pardon pour tout. » Un jour, environ 3 mois après son hospitalisation, Clément m'a fait une demande inattendue. Il voulait rencontrer Emma et Lucas, les demi-frères qu'il avait si véhémentement rejetés. Il a dit qu'il était prêt à accepter qu'eux aussi faisaient partie de la famille, qu'eux aussi étaient victimes des choix de Gérard, qu'ils méritaient d'être reconnus et accueillis. Louise était émue par cette décision et a immédiatement commencé à organiser une rencontre. La rencontre a eu lieu dans un café neutre à Strasbourg, un après-midi de printemps quand les arbres commençaient déjà à fleurir et que l'air avait cette odeur fraîche de renouveau. Ingrid est venue avec Emma et Lucas, tous visiblement nerveux. Clément et Louise étaient tendus, mais déterminés à faire en sorte que cela fonctionne. J'y suis allée seulement comme observatrice, mais aussi comme une présence qui pourrait apporter une certaine stabilité au cas où les choses deviendraient trop difficiles. Les premières minutes ont été inconfortables, avec des conversations superficielles sur le temps et la circulation. Mais alors Emma, avec ce courage innocent que seuls les adolescents ont, a dit quelque chose qui a brisé la glace. « Je sais que tout cela est très étrange et compliqué, mais je pense que nous avons tous été trompés par notre père. Et je pense que nous ne devrions pas laisser ces mensonges continuer à gâcher nos vies. Nous n'avons pas choisi de naître dans cette situation, mais nous pouvons choisir comment y faire face maintenant. » C'était comme si ces mots simples mais profonds avaient enlevé un poids de toutes les épaules. La conversation a commencé à couler plus naturellement. Lucas a parlé de l'école, de son rêve d'étudier l'ingénierie. Emma a raconté qu'elle voulait être vétérinaire, qu'elle aimait les animaux depuis toute petite. Clément a partagé des histoires de l'entreprise de vin, des voyages qu'il avait faits à travers la France. Louise a montré des photos de la rénovation de sa maison, a fait des projets d'inviter tout le monde à dîner quand tout serait terminé. Et Ingrid, qui était initialement très réservée, a aussi commencé à se détendre, réalisant qu'elle n'était pas jugée, mais plutôt accueillie dans une situation que personne n'avait choisie mais que tous essayaient de naviguer de la meilleure façon possible. Avec le temps, quelque chose de beau a commencé à émerger de tout ce désordre. Ce n'était pas une famille traditionnelle, ce n'était pas ce que l'un d'entre nous avait imaginé, mais c'était réel, c'était honnête, c'était construit sur des vérités douloureuses mais finalement acceptées. Louise est devenue très proche d'Emma, presque comme une grande sœur, lui enseignant le maquillage, les relations, les complexités d'être une femme dans un monde qui est encore souvent injuste. Clément a développé une relation de mentor avec Lucas, l'aidant avec les mathématiques, donnant des conseils sur les choix de carrière, étant le grand frère que le garçon n'avait jamais eu. Et moi, de façon inattendue, je suis devenue grand-mère de 4 enfants incroyables, chacun avec ses propres personnalités, rêves et défis. Emma et Lucas ont commencé à m'appeler grand-mère Armande,
et chaque fois que j'entendais cela, mon cœur se remplissait d'une joie mélangée de tristesse pour toutes ces années qui auraient pu être différentes. Mais j'ai appris, à travers tout cela, que regretter le passé est moins important qu'embrasser le présent et construire un meilleur avenir. Clément et Louise ont aussi reconstruit leur relation, qui avait été si endommagée par les événements de la dernière année. Elle n'est pas redevenue exactement comme avant, parce que tous les deux avaient profondément changé, mais elle est devenue quelque chose de plus mature, de plus honnête. Ils ont appris à avoir des conversations difficiles sans fuir, à être en désaccord sans rompre, à se soutenir mutuellement même quand ils ne comprenaient pas complètement les choix que chacun faisait. Un après-midi d'été, presque 2 ans après la mort de Gérard, nous avons organisé un grand déjeuner dans le jardin de la maison de Louise à Strasbourg, qui avait finalement été rénové et était magnifique. Tout le monde était là, Louise et Thomas, Clément et une nouvelle petite amie qu'il avait rencontrée dans un groupe de thérapie, Emma et Lucas avec Ingrid, Hélène qui était devenue une partie inséparable de ma vie, quelques amis proches. J'ai regardé autour de cette table pleine de gens en train de converser, de rire, de partager de la nourriture et des histoires, et j'ai réalisé quelque chose de profond, la vérité trouve toujours un moyen de sortir, peu importe le temps que cela prend. Et quand elle émerge finalement, aussi douloureuse soit-elle, elle apporte avec elle la possibilité de reconstruction, de guérison, de recommencement. Louise a porté un toast, levant son verre de vin de la région avec ce sourire qui illuminait tout son visage, à la famille que nous ne choisissons pas, mais que nous décidons d'aimer malgré tout. Aux vérités qui nous libèrent, même quand elles font mal. Et à ma mère, qui a eu le courage de se sauver quand personne ne croyait en elle et qui nous a appris que la dignité et l'amour-propre ne sont pas de l'égoïsme, mais une nécessité. Tout le monde a trinqué, et j'ai senti des larmes couler sur mon visage, mais cette fois c'étaient des larmes de gratitude, de soulagement, d'un bonheur que je pensais ne plus jamais ressentir. J'ai regardé Clément, qui m'observait avec ce regard plein de respect et d'admiration que j'avais toujours voulu voir mais que je n'avais jamais vu quand il était plus jeune. J'ai regardé Louise, ma fille guerrière qui avait eu le courage de tout remettre en question pour arriver à la vérité. J'ai regardé Emma et Lucas, qui représentaient non pas les erreurs de Gérard, mais plutôt la possibilité de faire surgir quelque chose de bon de situations mauvaises. Cet après-midi ensoleillé, avec le son des rires remplissant l'air et l'odeur des fleurs mélangées à l'arôme de la nourriture maison, j'ai compris que mon histoire n'était pas une histoire de vengeance ou de prouver que j'avais raison. C'était une histoire de survie, de reconstruction, de la capacité humaine à guérir même des blessures les plus profondes. C'était une histoire sur le fait qu'aucun mensonge, aussi bien construit soit-il, ne peut durer éternellement. Et surtout, c'était une histoire sur le pouvoir transformateur de la vérité, qui peut détruire des illusions mais qui peut aussi, paradoxalement, reconstruire ce qui compte vraiment. 7 ans de silence. 7 ans de douleur. Mais au final, cela en valait la peine d'avoir eu le courage de planter cette graine de vérité, même sans savoir si elle germerait. Parce qu'elle a germé. Cela a pris du temps, cela a coûté cher émotionnellement à tous ceux qui étaient impliqués, mais elle a finalement fleuri en quelque chose de beau et de vrai. Et quand je suis rentré dans mon petit appartement à Colmar ce soir-là, fatigué mais profondément en paix, j'ai regardé le miroir et j'ai reconnu la femme que je voyais là. Ce n'était plus cette ombre effacée que j'étais devenue dans le mariage. Ce n'était plus la femme condamnée et isolée des premières années après le divorce. C'était simplement Armande Levesque, une femme de 67 ans qui avait traversé l'enfer et était ressortie de l'autre côté non pas intacte, mais entière. Et cela faisait toute la différence. Voilà. C'est mon histoire. Cette année de silence, de douleur, d'injustice, mais aussi de reconstruction et de vérité qui finit toujours par éclater, même quand on pense qu'elle restera enterrée pour toujours. Je sais que certaines d'entre vous qui m'écoutent en ce moment ont peut-être vécu quelque chose de similaire, ou connaissent quelqu'un qui a traversé cette même tempête. Cette sensation d'être condamné sans procès, incomprise par ceux que vous aimez le plus au monde, abandonné alors que vous ne faisiez que sauver ce qui restait de vous-même. C'est une douleur qui ne se voit pas, qui ne laisse pas de marque sur la peau, mais qui creuse des sillons profonds dans l'âme. Pendant toutes ces années où j'ai marché seul dans les rues de Colmar, où j'ai organisé des livres dans cette petite librairie,
où j'ai regardé par la fenêtre en me demandant si mes enfants penseraient un jour à moi, je me suis souvent demandé si j'avais fait le bon choix. Si quitter ce mariage, briser cette image de famille parfaite, valait vraiment la peine de perdre Clément et Louise. Il y a eu des nuits où je me réveillais en sueur, le cœur battant, me demandant si j'aurais dû simplement rester silencieuse, accepter l'inacceptable, juste pour ne pas perdre mes enfants. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je comprends quelque chose d'essentiel. On ne peut pas construire l'amour sur le mensonge, on ne peut pas préserver une famille en s'effaçant complètement, on ne peut pas être une bonne mère si on n'existe plus comme personne. Ce que j'ai vécu avec Gérard, cette manipulation subtile, ce contrôle déguisé en protection, ces humiliations enrobées de courtoisie, c'est quelque chose que beaucoup de femmes de notre génération ont connu. Nous avons été élevées pour être des épouses parfaites, des mères dévouées, des femmes qui ne se plaignent jamais, qui sourient en public même quand elles se sentent mourir à l'intérieur. On nous a appris que notre valeur résidait dans notre capacité à maintenir l'harmonie familiale, même si cela signifiait sacrifier notre propre bonheur, notre propre dignité, notre propre existence. Et quand nous osons enfin dire non, quand nous trouvons le courage de partir, le monde nous regarde comme si nous étions des égoïstes, des traîtresses, des femmes qui abandonnent leurs responsabilités. Mais la vérité, celle que j'ai mise 7 ans à avoir reconnue, c'est qu'une femme qui se sauve n'abandonne personne. Elle se choisit. Et se choisir n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est reprendre possession de sa propre vie avant qu'il ne soit trop tard, avant de devenir une coquille vide, une ombre qui traverse les jours sans vraiment vivre. Mes enfants ne comprenaient pas cela à l'époque. Ils voyaient leur père, cet homme respectable, admiré, prospère, et ils voyaient leur mère partir. Pour eux, c'était moi la méchante. Et je ne leur en veux pas d'avoir pensé ainsi, parce que Gérard avait construit sa version avec tant de soin, tant de détails convaincants, que même moi j'ai parfois douté de ma propre perception de la réalité. Ce qui me fait tenir aujourd'hui, ce qui me permet de regarder dans le miroir et de reconnaître la femme que je vois, c'est la certitude que j'ai fait ce qui était nécessaire. Pas ce qui était facile, pas ce qui était confortable, mais ce qui était nécessaire pour continuer à respirer, pour continuer à exister en tant qu'Armande et pas seulement en tant que l'épouse de quelqu'un. Et si vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous aussi vous avez été jugé, condamné, abandonné pour avoir osé dire non à une vie qui vous détruisait lentement, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers, peut-être des millions, à avoir marché sur ce chemin douloureux de la libération. La révélation de la double vie de Gérard, cette seconde famille en Allemagne dont même moi je ne savais rien, a été le coup final qui a fait s'écrouler son château de mensonges. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas cette révélation spectaculaire. Ce qui compte, c'est que j'avais planté une graine de vérité 7 ans auparavant, dans ce message que mes enfants avaient refusé de lire. Et cette graine a attendu patiemment, dans l'obscurité, jusqu'à ce que le moment soit venu pour elle de germer. La vérité a cette capacité extraordinaire. Elle peut rester enfouie longtemps, très longtemps, mais elle finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. Aujourd'hui, quand je regarde Clément, Louise, Emma et Lucas assis ensemble autour d'une table, partageant des repas et des rires, construisant quelque chose de nouveau et d'authentique sur les ruines des mensonges de Gérard, je me dis que la douleur en valait la peine. Pas parce que j'ai été vengée, pas parce que j'ai été prouvée correcte, mais parce qu'ils sont maintenant libres. Libres de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Libres de construire leur relation sur l'honnêteté plutôt que sur les illusions. Libres de devenir eux-mêmes sans porter le poids des mensonges d'un homme qui les a tous utilisés comme des pièces dans son jeu personnel. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question, à vous qui m'avez accompagné jusqu'ici, à vous qui avez écouté mon histoire avec votre cœur, est-ce que vous auriez fait le même choix que moi ? Est-ce que vous auriez eu le courage de partir, sachant que cela signifierait perdre vos enfants pendant des années, peut-être pour toujours ? Est-ce que vous auriez planté cette graine de vérité même sans garantie qu'elle germerait un jour ? Ou est-ce que vous auriez choisi de rester, de vous taire, de préserver la façade au prix de votre propre existence ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque femme fait ce qu'elle peut avec les ressources qu'elle a, dans les circonstances qui sont les siennes. Mais j'aimerais entendre votre voix, votre expérience,
votre vérité. Écrivez-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez en ce moment. Êtes-vous à Paris, à Lyon, à Marseille, à Alger, à Montréal, ou ailleurs dans ce vaste monde francophone? Et surtout, partagez avec moi et avec cette communauté que nous construisons ensemble. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû choisir entre votre propre bonheur et l'approbation de votre famille? Avez-vous déjà été jugé, condamné, abandonné pour avoir osé dire la vérité? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui traverse actuellement cette tempête et qui a besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir de l'autre côté de la douleur? Votre histoire compte. Votre voix mérite d'être entendue. Et en la partageant ici, vous ne faites pas que me réconforter moi, vous réconfortez peut-être une autre femme qui lit ces commentaires en ce moment même, qui se sent seule, incomprise, qui se demande si elle aura un jour la force de faire ce qui est nécessaire. Nous sommes plus fortes ensemble. Nos histoires, quand nous les partageons, deviennent des ponts qui relient nos solitudes, des lumières qui éclairent le chemin pour celles qui marchent encore dans l'obscurité. Et si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle a fait résonner une corde sensible dans votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Parce qu'ici, nous ne racontons pas des histoires pour divertir ou pour choquer. Nous racontons des histoires pour nous reconnaître les unes dans les autres, pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos douleurs, pour célébrer la force incroyable qui réside en chaque femme qui choisit de vivre sa vérité malgré le prix à payer. Nous sommes une communauté, pas seulement des spectateurs. Et votre présence ici fait toute la différence. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir porté avec moi le poids de ces 7 années de silence et la joie de la reconstruction qui a suivi. Et surtout, merci d'être vous, avec vos propres histoires, vos propres cicatrices, votre propre courage. Nous sommes toutes Armandes, d'une certaine façon. Et ensemble, nous prouvons chaque jour qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité, pour reconquérir sa vie, pour redevenir entière.